Dolibar à l'honneur, bienvenue sur le 3e épisode du journal d'un entrepreneur, podcast qui retrace l'activité et le développement d'un solopreneur en organisation et webisation d'entreprise. Au programme de l'épisode, premier point, découverte de Spotify for Podcasters. Deuxième point, poursuite de mon apprentissage de Shortcut. Troisième point, documentation du module gestion immobilier de Dolibar. Quatrième point, installation et test du module externe de Dolibar Fetch Annuaire. Cinquième point, découverte de Google AI Studio. Sixième point, découverte de Hugging Chat. Et septième point, différence entre facture négative et avoir fournisseur dans Dolibar. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Stéphane Brunet, je suis organiseur, webiseur d'entreprise et j'aide les entrepreneurs à organiser leur entreprise, notamment grâce au web. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochains épisodes. Vous retrouverez les visuels et les liens dans la lettre d'information, je vous mets un lien en description. Voilà, l'introduction est faite, nous allons pouvoir passer au premier point. Premier point, découverte de Spotify for Podcasters. Alors je vous mettrai le lien du site dans la lettre d'information. Alors je suis toujours à la recherche d'une solution pour diffuser le podcast Journal d'un entrepreneur sur Spotify et Apple Podcast. La semaine dernière, j'avais déjà évoqué un auto-hébergement sur WordPress avec les extensions Podlove. Bon, il se trouve que ça m'emballe pas trop de faire encore un nouveau site et le maintenir. J'ai déjà beaucoup de sites avec différentes applications à maintenir et ça m'en ferait encore un de plus, donc une charge de travail supplémentaire. Alors j'ai continué les recherches et j'ai trouvé Spotify for Podcasters. Alors je pense que c'est l'ancienne plateforme qui s'appelait Anchor, donc A-N-C-H-O-R, mais j'en suis pas certain. En tout cas, je ne trouve plus Anchor sur le web et il y a la référence à Spotify for Podcasters. Donc j'imagine que Anchor a été intégré sur ce site. Alors qu'est-ce que propose Spotify for Podcasters? Il propose un hébergement donc, des podcasts et la génération d'un flux RSS, donc ça c'est parfait. C'est non payant également, mais il y a aussi la possibilité d'alimenter le compte avec un flux RSS. Je me suis dit tiens, parfait, je vais essayer d'alimenter cela avec le flux RSS de ma playlist YouTube. Donc me voilà parti à regarder comment j'allais faire dans Spotify for Podcasters et il conseille vivement de valider le flux RSS avant de mettre quelque chose en production. Donc je suis allé voir le site Spotify, les conseils qu'il donnait, j'ai vu les deux validateurs de flux qu'il proposait. Donc il propose Castfeed Validator et Podbase PB. Donc je vous mettrai les deux liens également dans la lettre d'information. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma playlist YouTube du podcast et je l'ai passée dans les deux validateurs. Et là, malheureusement, le flux n'est pas valide. Je vous mettrai également dans la lettre d'information la capture d'écran que j'ai faite à ce sujet. Mais alors là, je suis vraiment déçu parce que ça veut dire que je ne peux pas utiliser le flux de la playlist YouTube en tant que tel. Mais j'ai malgré tout creusé un tout petit peu le sujet. J'ai posé la question et obtenu des réponses de Perplexity AI, donc avec le modèle Claude 3.5 Sonnet. Et la première réponse qu'il m'a fait, c'est d'utiliser une application externe. Il me proposait 2 ou 3 applications. Bon, j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait. Je ne l'ai pas retenu parce que déjà, j'aime pas être dépendant d'une application externe. Et en plus, il y en avait quelques-unes où c'était quand même assez compliqué. Donc, j'ai écarté cette solution. Alors, je lui ai demandé, après, comment faire en interne et sans application externe. Et donc là, j'ai obtenu quelques idées. Donc, il m'a proposé, bien évidemment, de convertir manuellement le flux XML. Bon, ça m'emballe pas non plus des masses. Il me propose d'utiliser l'API de YouTube. Et là, je vois pas trop comment je peux faire. Mais je vais quand même malgré tout regarder s'il y a une solution de ce côté-là. Il m'a proposé aussi de créer un proxy RSS. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait que je recherche. Il m'a proposé aussi d'utiliser une feuille de style XSLT. Là, je vois à peu près ce que c'est, mais j'ai jamais fait, donc il faudrait que je creuse le sujet. Et enfin, il me propose d'implémenter un validateur correcteur.
Alors ça, c'est pareil, je comprends le principe, mais je ne vois pas trop comment faire. Mais ce dernier point, ça m'intéresse quand même, et il faudrait que j'essaye de développer ça avec Claude 3.5 Sonnet, mais c'est quelque chose à voir. Bon, je n'ai pas eu le temps de creuser le sujet beaucoup plus loin pour l'instant. Mais j'ai avancé malgré tout. Deuxième point, poursuite de mon apprentissage de Shotcut. Alors j'ai traité plusieurs épisodes maintenant du podcast avec Auto-Editor et Shotcut. C'est vraiment de plus en plus rapide. J'ai pas non plus de difficultés particulières. Par contre, il me reste un point de traitement à voir pour enregistrer des vidéos tutoriels. Parce qu'effectivement, je ne veux pas uniquement utiliser Shotcut pour faire uniquement les podcasts que je vous présente là, mais l'idée c'est aussi de l'utiliser pour faire des tutoriels vidéo sur différents sujets. Et le problème qui se pose dans les tutoriels vidéo et que j'ai rencontré déjà auparavant avec les précédents outils de montage que j'utilisais, c'était de masquer une ou plusieurs informations confidentielles, comme par exemple l'adresse email utilisée, des mots de passe, des numéros de carte bancaire, etc., etc. Donc je suis allé voir la chaîne française donc, que je vous avais donnée la semaine dernière en ressources, donc la chaîne de Camille Geek, et il propose bien effectivement des solutions, mais c'est assez compliqué et assez long à faire. Donc j'ai fait d'autres recherches, toujours sur YouTube, et j'ai trouvé le filtre Motion Tracker sur des chaînes YouTube anglo-saxonnes. Alors j'ai trouvé 3 vidéos qui sont très explicites. Je vous mettrai aussi les liens de ces 3 vidéos dans la lettre d'information. Alors il me reste par contre à tester les fonctionnalités donc, qui sont citées dans ces vidéos. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais les fonctionnalités présentées ont l'air vraiment top. Donc Shotcut propose vraiment toutes les fonctionnalités de base dont j'ai besoin pour faire mes simples montages vidéo. Alors je vous conseille vraiment d'explorer Shotcut si vous avez des difficultés avec votre outil de montage actuel et des besoins aussi simples que les miens. Troisième point, documentation du module gestion immobilier de Dolibar. Alors je vous mettrai dans la lettre d'information le lien de la page de documentation que j'ai créée. Alors le module gestion immobilier de Dolibar n'a pas à ma connaissance de documentation. Par contre, il a un post assez long dans le forum de Dolibar. Donc vous n'êtes peut-être pas intéressé par ce module de Dolibar, mais je veux juste vous expliquer comment j'ai fait parce que je pense que ça peut vous servir dans d'autres cas. Alors comment j'ai fait? J'ai enregistré la page du forum en PDF. Bon, il y avait quand même plus de 160 messages. Je l'ai jointe dans Perplexity AI avec le modèle Claude 3.5 Sonnet avec un invité de commande, donc autrement dit un prompt, qui expliquait le contexte du message. Donc en indiquant que DarkJeff avait créé un module de gestion immobilier, que je lui donnais le poste du forum correspondant, je lui ai demandé de ne se baser que sur les réponses de DarkJeff et de me faire une documentation sur l'installation et l'utilisation du module. Donc j'ai obtenu une réponse assez convaincante dans le chat de Perplexity AI et cette réponse, je l'ai ensuite convertie en page pour avoir quelque chose en fait, de beaucoup plus structuré et présentable. J'ai publié cette page sur le forum de Dolibar et je n'ai pas eu de retour négatif. Donc j'imagine que la qualité de la réponse qui m'a été faite est plutôt satisfaisante. Alors si je l'ai fait pour une page d'un forum sur un module particulier de Dolibar, ça veut dire également qu'on peut le faire sur d'autres pages de documentation et dans d'autres langues. Par exemple, là je suis en train de plancher, enfin j'ai fait un premier test sur une page du wiki de Dolibar où le nœud N8N est expliqué. Donc bon, je n'ai pas terminé, donc j'enverrai la page certainement quand j'aurai terminé, mais je peux vous dire que c'est plutôt convaincant. La page d'origine est en anglais et ma page de documentation est en français. Donc c'est vraiment super intéressant pour quelqu'un qui ne lit pas naturellement l'anglais par exemple, comme moi. Quatrième point, installation et test du module externe de Dolibar Fetch Annuaire. Alors pareil, je vous mettrai le lien du forum pour vous procurer le module dans la lettre d'information. Alors à quoi sert Fetch Annuaire?
Alors, il sert à compléter automatiquement la fiche tiers à partir du nom saisi. Donc, c'est un module qui est plus ou moins concurrent d'un module réputé qui s'appelle API Sirène. Alors, ce module Fetch Annuaire, l'installation et la configuration sont vraiment super simples par rapport au module API Sirène. Il y a par contre moins d'informations récupérées aussi, mais pour moi c'est suffisant. Je vous mettrai également une capture d'écran de la fiche tiers dans la lettre d'information. Et en plus, il y a quelques jours, donc, ce module a fait l'objet d'un nettoyage et d'une réorganisation du code. Donc il y a donc une nouvelle version du module qui est disponible. Et donc ce qui est aussi encourageant, ça veut dire aussi que le module est suivi par le développeur. Donc on peut imaginer pour les versions ultérieures d'avoir de nouvelles versions si jamais il y a des difficultés de fonctionnement. Et dernier point, et non des moindres, c'est un module qui est non payant, en tout cas pour l'instant. 5e point, découverte de Google AI Studio. Alors je vous mettrai le lien de Google AI Studio dans la lettre d'information. Alors ce n'est pas un nouveau service, mais les fonctionnalités ont été étendues et ouvertes à tous les développeurs depuis ce mois-ci. Alors le gros intérêt de ce service, c'est qu'on a 2 millions de tokens en entrée grâce à Gemini 1.5 Pro. On peut lui donner des fichiers vidéo, des fichiers audio, et ceux qui sont acceptés par le Google Drive, donc par exemple des textes, du PDF, de l'image, du document, du tableur, etc., etc. Il y a également dans ce service plusieurs modèles disponibles. Bon, c'est des modèles de Google comme Gemini 1.5, donc il y a 2 modèles, et Gemma 2, il y a également 2 modèles de disponibles. Et c'est également un service qui, pour l'instant, est non payant. Alors, comment je l'ai utilisé? Donc, j'ai fait un test avec une vidéo d'1h30 en français que j'ai déposée sur Google Drive. Et je lui ai demandé une liste des points clés. Bon, c'était à peu près bien. Après, je lui ai demandé une liste de tous les points. Bon, là, c'était également à peu près bien, mais donc le résultat était correct, mais sans être vraiment extraordinaire, parce que ce n'était pas tout à fait exhaustif, et il y avait quelques petites erreurs et imprécisions, mais bon, franchement, rien de bien important. Alors après, je lui ai demandé également de me faire une transcription de la vidéo. Alors là, le service a refusé. Il m'a dit que c'était un modèle de langage et que ce n'était pas un service de transcription. Donc, j'ai engagé avec lui quelques questions. J'ai obtenu des réponses donc, sur comment faire la transcription. Bon, par contre, les solutions qu'il m'a données, franchement, c'était pas convaincant. Mais comme j'avais besoin de la transcription de cette vidéo, bah, je l'ai faite beaucoup plus simplement avec Whisper d'OpenAI dans un Google Colab. 6e point, découverte de Hugging Chat. Alors c'est pareil, je vous mettrai le lien de Hugging Chat dans la lettre d'information. Alors Hugging Chat, c'est un site de chat type ChatGPT. Il y a 7 modèles de langage, Cohere for AI, Llama 3, Mistral, donc il y a plusieurs versions. A priori, je n'ai pas vérifié, mais ça me semble être que des modèles open source, donc ça c'est plutôt pas mal. On a la possibilité avec Hugging Chat d'utiliser des assistants. C'est l'équivalent en fait des GPT dans OpenAI. L'interface est plutôt ergonomique. C'est un service également qui est non payant et qui propose aussi des réponses sourcées un petit peu comme OpenAI. Et on peut aussi partager la conversation par un lien. Alors tout cela, ça m'a vraiment donné envie de l'essayer. Donc j'ai testé un assistant d'invité de commande ou de prompt. Je lui ai demandé en fait de me faire un prompt pour un tutoriel sur l'installation de Dolibar sur un hébergement mutualisé chez Planet Hoster. Bon, c'est un sujet, si vous avez regardé des vidéos précédentes, c'est un sujet que je connais puisque je le fais assez régulièrement. Donc je vous partagerai le chat et la réponse, donc l'URL, dans la lettre d'information. Alors, il m'a bien effectivement généré un prompt. Donc, j'ai exécuté après ce prompt toujours dans le même outil Hugging Chat. Donc, pareil, je vous partagerai le prompt et la réponse dans la lettre d'information.
Alors, résultat, bon, c'est plutôt pas mal, mais comme, si vous voulez, je connais bien le sujet, bon, je vois qu'il y a quand même certains raccourcis et certaines imprécisions. Donc, c'est-à-dire que si vous suivez le tutoriel en l'état, vous allez vite être bloqué si vous ne maîtrisez pas la chose. Mais, globalement, toutes les étapes principales sont là et quelques-unes sont suffisamment quand même détaillées. Bon, il aurait fallu après que je développe véritablement avec Hugging Chat chaque étape pour avoir une procédure qui tienne vraiment la route. Et à supposer effectivement aussi qu'il me donne les bonnes réponses. 7e point, différence entre facture négative et avoir fournisseur dans Dolibar. Alors vous trouverez une capture d'écran dans la lettre d'information. Alors, comment je fais en principe pour enregistrer les factures fournisseurs, donc de fournisseurs récurrents, je vais cloner la précédente facture. Donc, à un moment donné, si j'ai un avoir, comme je clone une facture, je vais être obligé d'enregistrer un montant négatif. Alors, si l'avoir est un crédit disponible sur la prochaine facture, il n'y a pas de problème, ça fonctionne correctement. Par contre, si l'avoir fait l'objet d'un remboursement, il n'y aura pas le bouton saisir un remboursement, puisqu'en fait c'est un clonage de facture et que ce n'est pas la création d'un avoir. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il n'y a pas moyen de cloner la précédente facture, il faut véritablement créer une facture d'avoir liée à la facture correspondante, et là, vous aurez bien le bouton pour enregistrer le remboursement. Au passage, et pour ceux qui m'ont écouté jusque-là, je vais vous délivrer un petit bonus à partir de la capture d'écran. Alors si vous regardez la capture d'écran, je veux attirer votre attention sur la règle de numérotation des fichiers et des pièces que j'applique, qui est différente en fait du numéro de facture. Le numéro de fichier ou de pièce que je vais mettre sera du type achat, les chiffres de l'année sur 2 positions, les chiffres du mois sur 2 positions, les chiffres du jour sur 2 positions et un chiffre pour le numéro d'ordre. Par contre, le numéro de la facture ou de l'avoir, ça sera fact ou AVF pour avoir, les chiffres de l'année sur 4 positions et un numéro d'ordre sur 4 positions. Alors, à quoi ça sert ? En réalité, ça me sert quand je collecte au fur et à mesure les factures fournisseurs, ça me permet de les mettre dans un dossier temporaire à enregistrer et avec le numéro indiqué. Par contre, une fois que j'enregistre, le numéro de la facture va être généré automatiquement par Dolibar. Donc je vais mettre ce numéro de facture sur le nom du fichier original, donc en premier, avant le précédent numéro, et je vais le transférer dans un répertoire comptabilité achat fournisseur. Et comme le fichier est joint également dans l'enregistrement de la facture dans Dolibar, ça me fait donc un double archivage du document. Un dans Dolibar et un dans mon répertoire comptabilité achat fournisseur. Donc c'est une sécurité et ça me permet aussi immédiatement de voir les factures que j'ai enregistrées ou que je n'ai pas enregistrées au travers déjà des 2 répertoires, mais aussi au travers du numéro qui est mis dans le nom du fichier. Donc voilà, ça c'est une règle importante d'organisation pour moi dans le traitement des achats fournisseurs et aussi une règle de sécurité informatique puisque mon Dolibar est hébergé sur un hébergement distant et mon dossier répertoire temporaire enregistré ou répertoire comptabilité achat fournisseur sont sur mon serveur au niveau de mon réseau local. Donc j'ai vraiment une sécurité au niveau de la conservation des documents comptables. En conclusion, vous pouvez commenter pour aider au référencement du podcast. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.